Amsterdam, 1602, un navire s'apprête à partir pour Java. 2 ans de mer, les tempêtes, le scorbut, les pirates, les récifs. Un navire sur 3 ne revient pas. Mais celui qui revient rapporte du poivre, de la muscade et du clou de girofle. Et sa cargaison vaut une fortune. Le problème, c'est qu'aucun homme sur Terre n'est assez riche pour risquer tout seul le prix d'une flotte entière. Alors, les Hollandais ont eu une idée si simple qu'elle a changé le monde. Ils ont découpé le risque en morceaux. Ce morceau, c'est une action, et l'endroit où on se l'échange, c'est la bourse. Bonjour, bienvenue dans le cours le plus dense de Krapahut. 4 siècles d'histoire, 7 cracks, 8 révolutions technologiques. Et une réputation catastrophique. Une réputation de casino, oui, et c'est précisément ce que je veux démonter. La bourse n'a pas été inventée pour parier. Elle a été inventée pour partager un risque que personne ne pouvait porter seul. Voilà le fil rouge de ce cours. Retiens-le, il explique tout le reste. Chaque fois que la bourse fait ce pourquoi elle est née, elle finance des navires, des chemins de fer, des usines, des vaccins. Et chaque fois qu'elle l'oublie, elle s'effondre. Donc on ne va pas apprendre à devenir riche en 3 clics. Non, on va apprendre à comprendre. C'est infiniment plus rentable. Première question bête. Concrètement, on échange quoi dans une bourse? 5 grandes familles. Et tu dois les distinguer, parce qu'elles n'ont ni le même risque, ni le même rôle. Premièrement, les actions. Un morceau de propriété d'une entreprise. Tu achètes une action, tu deviens copropriétaire. Deuxièmement, les obligations. Ce n'est plus de la propriété, c'est du prêt. Tu prêtes 1 000 € à la France, elle te rembourse avec des intérêts. Troisièmement, les fonds indiciels, ce qu'on appelle les ETF, un panier entier d'actions dans un seul produit. Quatrièmement, les matières premières, l'or, le pétrole, le blé, le cuivre. Cinquièmement, les produits dérivés, options, contrats à terme, produits à effet de levier. Et cela, on en fait quoi? Pour un débutant, rien, absolument rien. On les regarde de loin, comme une tronçonneuse en marche. Cette bourse-là n'a pas d'adresse. Elle en a 60. Plus de 60 places réglementées dans le monde. Paris ouvre à 9 h. New York à 15h30, heure française. Tokyo, lui, ouvre à 2 h du matin, pendant que tu dors. Quand une place ferme, une autre ouvre. Le marché mondial est un relais qui ne s'arrête jamais de courir. Au total, la capitalisation boursière mondiale approche les 110 000 milliards de dollars. Ça ne veut rien dire pour moi, ce chiffre. Alors, prends-le autrement. C'est à peu près la valeur de tout ce que produit la planète en une année entière. Et cette machine gigantesque est née d'un problème de marchand de poivre. 1602. Les Pays-Bas fondent la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. En néerlandais, la VOC, et elle fait quelque chose que personne n'avait jamais fait. Elle propose au public, à n'importe quel habitant d'Amsterdam, d'acheter une part de la compagnie. Pas une part d'un voyage, une part de la compagnie elle-même, permanente, qui survit au navire. 1143 personnes souscrivent, des marchands, mais aussi des artisans, des veuves, une servante. Une servante actionnaire en 1602? Le registre existe encore, et c'est exactement pour ça que cette date compte. Ce jour-là, la propriété d'une entreprise cesse d'être réservée à ceux qui la dirigent. À son apogée, la VOC vaudra l'équivalent de 8 200 milliards de dollars d'aujourd'hui. Plus qu'Apple, Google, Amazon et Microsoft réunis.
Très vite, un actionnaire de la VOC veut revendre sa part avant le retour des navires. Et il faut donc un endroit pour la vendre. Ce sera la Beurs, la bourse d'Amsterdam. Un bâtiment, une cour à colonnes et une foule qui hurle des prix. Le premier marché d'actions de l'histoire. Et tout, absolument tout ce que tu connais de la bourse moderne y apparaît en 30 ans. La spéculation, les rumeurs, les options, et même la vente à découvert, c'est-à-dire vendre une action qu'on ne possède pas en pariant sur sa baisse. Le premier à le faire s'appelle Isaac Le Maire, en 1609. C'était un ancien directeur de la compagnie, fâché avec elle. Donc le premier vendeur à découvert de l'histoire était un actionnaire en colère. Et il a été interdit par les autorités dès l'année suivante. Tu vois que rien n'a beaucoup changé. En 1688, un marchand nommé Joseph de la Vega écrit le premier livre jamais consacré à la bourse. Il l'intitule « Confusion de confusion ». Il y décrit déjà les paniques, les rumeurs lancées exprès, les acheteurs qui suivent le troupeau. 3 siècles avant l'algorithme, tout est déjà écrit. Et puis, dans cette même Hollande, arrive une fleur. La tulipe. Importée de l'Empire ottoman, elle devient un objet de prestige. Certains bulbes sont striés de flammes de couleur. Ils sont rares, spectaculaires et impossibles à reproduire à volonté. Le plus célèbre s'appelle le Semper Augustus, blanc, veiné de rouge sang. En 1636, un seul bulbe s'échange contre le prix d'une maison sur un canal d'Amsterdam. Un bulbe, une maison. Un bulbe, une maison. Et les gens n'achètent plus la fleur. Ils achètent la promesse de la revendre plus cher à quelqu'un d'autre. Retiens cette phrase. Elle reviendra dans chaque bulle de secours, sans exception. En février 1637, à une vente de Haarlem, plus personne ne surenchérit. Les prix s'effondrent en quelques jours. Il n'y a plus de suivants. Une bulle, ce n'est jamais que ça. Une chaise musicale où la musique finit toujours par s'arrêter. Paris, 1720. Un Écossais est en train de convaincre un royaume entier. Il s'appelle John Law, joueur, économiste, brillant, condamné pour meurtre en duel dans sa jeunesse. Il propose au régent une idée neuve, remplacer les pièces d'or par du papier et adosser ce papier aux richesses de la Louisiane. Les actions de sa compagnie du Mississippi s'envolent, de 500 livres à 10 000 livres en 1 an et demi. La rue Quincampoix, où l'on s'échange les titres, devient le lieu le plus fréquenté d'Europe. C'est là, dans cette rue, qu'apparaît un mot que le français n'avait jamais eu besoin d'inventer. Millionnaire. Et la Louisiane dans tout ça? Des marécages, presque aucun or. La richesse promise n'existait pas. Quand les premiers actionnaires demandent à récupérer leur or, tout s'écroule en quelques mois. L'eau s'enfuit de France déguisée. Il mourra pauvre à Venise. Et en France, le mot banquier devient une insulte pendant 2 générations. La même année, à Londres, exactement la même folie. La Compagnie des mers du Sud promet le commerce avec l'Amérique espagnole, un commerce qu'elle ne fera pratiquement jamais. Son action passe de 120 livres à 1000 livres en 6 mois, puis retombe à 100. Parmi les ruinés, il y a un homme dont tu connais le nom. Isaac Newton, l'homme qui a compris la gravitation. Il avait acheté tôt, revendu avec un beau bénéfice, puis, voyant le cours continuer à grimper sans lui, il est revenu au sommet. Il a racheté plus haut parce qu'il ne supportait pas de regarder les autres gagner. Exactement, 20 000 livres perdus, une fortune considérable pour l'époque. On lui prête cette phrase et elle vaut tous les cours du monde. Je peux calculer le mouvement des astres,
mais pas la folie des hommes. Le plus grand scientifique de son siècle, battu par un biais psychologique que nous verrons en détail dans la deuxième partie. Il faut mettre de l'ordre. En 1724, un édit royal de Louis XV crée officiellement la Bourse de Paris. Des agents de change assermentés, un lieu unique, des règles écrites. Plus tard, elle s'installera au Palais Brongniart, ce grand temple à colonnes que tu as forcément vu en photo. Au centre de la grande salle, un enclos circulaire. On l'appelle la corbeille. Autour de cette corbeille, des hommes hurlent, gesticulent, se font des signes des deux mains. C'est ça, la bourse, pendant 274 ans. Du bruit, des corps, des voix cassées. La criée s'éteint à Paris en 1998, remplacée par des ordinateurs. En 2000, Paris fusionne avec Bruxelles et Amsterdam pour former Euronext. Amsterdam. On revient toujours à Amsterdam. Toujours. Et attend de voir d'où vient le nom de Wall Street. New York, 17 mai 1792. Au 68 d'une rue étroite, sous un platane, 24 courtiers signent un texte de 2 phrases. On l'appelle le Buttonwood Agreement, l'accord du platane. Ils s'engagent à ne traiter qu'entre eux et à ne pas descendre en dessous d'une commission minimale. Attends. Le premier texte de Wall Street, c'est un accord sur les prix entre 24 personnes? Un cartel, oui. La plus grande bourse du monde commence par un club fermé. Ce club deviendra le New York Stock Exchange. Aujourd'hui, plus de 25 000 milliards de dollars y sont cotés. Et cette rue étroite, ce mur, cette Wall Street, c'est la palissade que les colons hollandais avaient bâtie autour de leur ville. Une ville qui s'appelait alors Nouvelle-Amsterdam. Le temple mondial de la finance porte le nom d'un mur hollandais. La boucle est bouclée. Pendant tout le 19e siècle, un problème demeure. Le prix voyage moins vite que la rumeur. Il faut des heures pour qu'un cours de New York arrive à Philadelphie. Celui qui sait avant les autres gagne. En 1867, une machine change ça, le téléscripteur boursier. Un petit appareil sous cloche de verre qui imprime les cours en continu sur un ruban de papier étroit. Un jeune inventeur en améliore le mécanisme et le revend 40 000 $. Il s'appelait Thomas Edison. Edison a commencé par la bourse? Il a financé son premier laboratoire avec cet argent. La bourse a payé l'ampoule électrique. Le prix devient une information publique, continue et presque instantanée. Et à partir de ce jour, tout ce qui arrivera à la bourse arrivera vite. 1920. La guerre est finie. L'Amérique invente la voiture pour tous, la radio, le crédit. Et surtout, elle invente une chose redoutable, l'achat d'actions à crédit. Tu déposes 10 $, ton courtier t'en prête 90 et tu achètes pour 100 $ d'actions. Donc si l'action monte de 10%, je double ma mise. Tu doubles, et si elle baisse de 10%, tu as tout perdu. Absolument tout. Entre 1920 et 1929, le marché américain est multiplié par 6. Les chauffeurs de taxi discutent des cours. Les cireurs de chaussures donnent des conseils boursiers. Un financier, Joseph Kennedy, raconte avoir vendu toutes ses positions le jour où son cireur de chaussures lui a donné un tuyau. Sa règle était simple. Quand tout le monde a déjà acheté, il ne reste plus personne pour acheter. Jeudi 24 octobre 1929, 9h30 du matin. Les ordres de vente arrivent par milliers. Le téléscripteur, lui, imprime à son rythme. Et c'est là que la panique naît.
Le ruban prend jusqu'à 4 heures de retard sur le marché réel. Personne ne sait plus à quel prix il vend. On vend dans le noir. En 5 séances, le marché perd 23%. En 3 ans, 89%. 89%. Ça veut dire que 10 000 $ deviennent 1100 $. Et que ceux qui avaient acheté à crédit doivent en plus rembourser leur courtier. Ce n'est plus une perte, c'est une dette. 9000 banques font faillite. Le chômage atteint 25% aux États-Unis. La Grande Dépression durera 10 ans et elle emportera avec elle une bonne partie des démocraties européennes. De ce désastre sort quelque chose que nous utilisons encore aujourd'hui. En 1934, l'État américain crée la Securities and Exchange Commission, le gendarme de la bourse. Sa mission, obliger les entreprises cotées à publier des comptes vérifiés et interdire la manipulation des cours. Et devine qui le président Roosevelt nomme à sa tête? Joseph Kennedy, le spéculateur au cireur de chaussures. On met le renard à la tête du poulailler? C'est exactement ce qu'on a reproché à Roosevelt. Il a répondu qu'il fallait un homme qui connaisse tous les tours. Et ça a marché. Les règles de transparence que tu trouves normales aujourd'hui sont nées là. En France, la même logique donnera l'autorité des marchés financiers, l'AMF, qui protège les épargnants. Une question me brûle les lèvres. Un investisseur qui a acheté juste avant le krach, il récupère son argent quand? En 1954, 25 ans plus tard. 25 ans, une carrière entière. Et c'est le pire cas de toute l'histoire moderne des marchés. Retiens bien ce chiffre. Parce que dans la deuxième partie, nous verrons un krach dont le marché est ressorti en 5 mois. Le même mécanisme, le même effondrement, et 2 siècles de différence dans la réponse. Regarde ce que nous venons de traverser. 1602. Un risque trop lourd pour un seul homme est découpé en parts. La bourse naît. 1637. Un bulbe de tulipe vaut une maison. La première bulle. 1720. Paris et Londres découvrent le même mois qu'une promesse n'est pas une richesse. 1792. 24 hommes sous un arbre. Wall Street commence. 1929. Le crédit transforme une correction en catastrophe. Et la régulation naît. Et à chaque fois, c'est la même histoire qui recommence. À chaque fois, parce que ce ne sont pas les marchés qui changent, ce sont les décors. Les hommes, eux, sont exactement les mêmes qu'en 1637. Dans la deuxième partie de ce cours, nous entrons dans les décombres. 7 krachs, disséqués un par un. 29, 87, 2000, 2008, 2010, 2020, 2022. Nous verrons ce qu'ils ont tous en commun. Et surtout, nous verrons pourquoi le marché s'est relevé de chacun d'entre eux. Et l'ennemi? Tu as dit qu'il y avait un ennemi. L'ennemi ne vient pas des marchés, il vient de l'intérieur. Il s'appelle Newton, qui rachète au sommet. En attendant, retiens l'essentiel de cette première partie. La bourse n'est pas un casino réservé aux riches. C'est un marché ouvert, où l'information et la patience battent presque toujours la panique et l'ignorance. Krapahut, trace ta voie vers ta sérénité financière.